Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je voudrais vous parler du Patreon, d'un peu de variété. Ça, c'est la meilleure façon de m'encourager. Vous le savez déjà. Vous allez sur patreon.com/un peu de variété, un peu de variote, parce qu'il n'y a pas d'accent aigu dans les links. Mais vous avez juste à vous inscrire, vous donner un certain montant par mois. Et vous avez accès au podcast d'avance, ainsi qu'au SPN Nicole ou SPN Catherine's Chronicle, parce qu'on a une nouvelle employée au studio SF. Cool discussion aujourd'hui. J'ai reçu Calamine, une rappeuse anti-capitaliste, féministe, super woke, super intéressante. Fait qu'on a parlé évidemment de capitalisme, de féminisme, et on a parlé des Francs ouvertes, qui est un concours que j'affectionne particulièrement. Et c'est ça, c'était une vraiment belle discussion. J'ai trippé. C'est ça. Écoutez, je vous souhaite un bon podcast. C'est cela. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais. Fait que Calamine, comment vas-tu? Ça va super, Merveilleux, toi? santé. Santé. Yeah, le bruit du plastique. On adore. Fait que peux-tu te présenter pour les gens, mais tu peux prendre une gorgée. Non, ça va. Peux-tu te présenter pour les gens qui écoutent? Yes, moi c'est Calamine, je suis une rappeuse du schlag, féministe, queer, anticapitaliste, mais tranquille, là, genre... je suis quand même smart aussi, là, je suis pas juste une frufru monstrue, là. Ah ouais, t'as-tu déjà eu cette critique-là? Non, mais c'est drôle justement parce que ça fait longtemps que je dis que ça m'étonne que j'ai pas encore eu de commentaires de haters. Genre, tu sais, parce que je m'attendais, mettons, en sortant cet album-là, tu sais, je me disais, c'est un peu genre féministe rentre dedans, puis je me disais, faut que je sois prête psychologiquement. Tu sais, moi, je suis quand même soft, là, puis tu sais, je suis pas une grande battante. Fait que je me disais, je sais pas ce que ça va me faire de recevoir, tu sais, des commentaires de haters, puis tout. Puis là, je me disais, hey, je suis chanceuse, j'en ai pas eu encore. Puis finalement, le premier qu'on m'a rapporté, là, c'est pas moi qui est tombé dessus, mais quelqu'un m'a rapporté qu'on a dit, genre, que j'étais une lesbienne woke sur l'autotune. J'étais genre, c'est tellement bon, tu sais, j'ai le goût de me faire un t-shirt, genre, lesbienne woke sur l'autotune. Ça m'a trop inspiré. Finalement, j'ai écrit une tune, genre, one shot, ça s'appelle lesbienne woke sur l'autotune. Ça va être le prochain album. Ah ouais, sérieux? Wow! Mais honnêtement, le wokeness, c'est vraiment pas quelque chose qui est présent dans la culture rap, j'ai l'impression. Du moins, pas beaucoup dans le mainstream. Non, mais c'est comme un truc... je sais pas trop, là, ça émerge de la nouvelle génération, plus milléniale, puis ça a été vraiment récupéré comme par la droite pour discréditer toutes les idées, genre, diversitaires, puis d'ouverture. Tu sais, maintenant, quand on parle de wokeness, c'est souvent juste pour stigmatiser une pensée plus gauche de manière fermée, là, tu sais. Fait que moi, je pense que faut se le réapproprier, puis faut pas laisser la droite se réapproprier ce terme-là. Tu sais, ça devrait pas, pour moi, ça devrait pas être une insulte, là, le wokeness. Mais oui, ça veut dire éveillé. C'est exact, comme c'est ça. T'es éveillé, ça veut dire que les autres sont endormis. Exact. Ça a une connotation positive. C'est comme les gens qui critiquent le progressisme. Puis je suis comme, mais voyons, il y a le mot progrès. C'est comme, ça a une connotation positive. Ouais. Ah ouais, c'est embêtant. Comme le concept, c'est positif. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, on n'a pas fini d'être surpris de qu'est-ce que la droite peut amener comme critique, là, tu sais, genre... toutes les Denise Bombardier de ce monde, là, tu sais, sur le Club des Mal-Cités, là, tu sais, le site Internet qui prennent des quotes, genre, de médiatiques, tu sais, du monde qui l'échappe vraiment, là, tu sais, il y en a, là... C'est quasiment juste du monde de la droite, c'est curieux. Ouais, c'est ça, ça nous surprend pas vraiment, mais tu sais, genre, comment qu'on réussit à tourner... genre, les cyclistes, genre, en des espèces de démons anarchistes qui veulent abolir les voitures. Tu sais, c'est comme, guess what? Peut-être, ouais, qu'il faudrait qu'on abolisse les voitures, là. Tu sais, je veux dire, c'est des idées radicales, mais je comprends pas comment qu'on peut s'approprier autant, genre, le hate des vélos, là. Tu sais, à quel point, là, qu'on te dérange, là, à genre pas produire de CO2, genre, pendant que t'es tout seul dans ton véhicule utilitaire sport, là. Tu sais, c'était assez hallucinant. Ouais, le pire, moi, c'est vraiment, j'étais sur Instagram, puis là, je vois la fameuse publication, c'est les tatouages. Ah, j'ai pas vu. Comme elle dit, c'est Denise Bombardier qui dit ça n'a pas de bon sens, ils sont pas présentables. Ça, c'est synonyme d'une génération sans avenir, des affaires vraiment rough. Puis j'étais juste comme, voyons. Mon Dieu! C'est intense. Tu sais, à quel point ils doivent brûler des calories en hate, ce monde-là. Genre, tu sais, ils doivent être consumés de l'intérieur, de pas comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver avec ce monde-là, puis d'être récalcitrants et récalcitrantes au changement. C'est assez fascinant. Puis c'est comme un humoriste, Guillaume Wagner, qui avait fait une joke dans son dernier show qui disait que c'est quand même impressionnant des gens comme ça parce que
avoir autant d'opinions sur autant de choses, si diversifiées et si rapidement, c'est quand même impressionnant. Ouais. On s'entend pour dire que c'est pas toujours les choses les plus recherchées, les œuvres de Richard Martineau Exact. ou autres. Mais c'est le problème d'avoir accès à autant de tribunes, tu sais, avoir autant de temps d'antenne, puis de carburer beaucoup à la polémique, là, tu sais, ça finit que tu fais juste, genre, gratter plein d'affaires en surface, puis tu sais, c'est tellement, comme, inconsistant, là. Fait que toi, on va changer de sujet abruptement. On avait parlé un peu off-cam, mais qu'est-ce que tu penses de la fin des faibles? Moi, je suis vraiment down. J'ai pas écouté les 2 derniers épisodes. Okay. Là, j'ai très hâte de le faire. J'ai eu une grosse semaine. Mais moi, je suis vraiment... je suis contente qu'on amène ça à l'avant-plan. C'est sûr qu'on a une petite tristesse, tu sais, de genre qu'il n'y a pas des tonnes de femmes MC, puis tu sais, qui se sont toutes un peu fait clairer au premier round, mais tu sais, d'une certaine manière, sans surprise, tu sais... Moi, par exemple, les recherchistes m'avaient contacté, veux-tu participer, nanana. Puis, tu sais, même moi, j'étais comme un peu genre, je suis pas si hot en freestyle, puis j'avais pas nécessairement le goût de mettre toute mon énergie pendant 2 mois à capoter, à devenir bonne, à freestyler les objets dans la boîte. Fait que je me suis dit, je vais passer mon tour. Puis après, je me suis dit, crème, sont vraiment courageuses, là, les filles qui sont allées là, parce que, tu sais, c'est des filles qui sont pas MC depuis vraiment longtemps. Il y en a qui disent, moi, c'est la première fois que je fais du freestyle. Tout, je suis comme, hey, wow, tu sais, sont vraiment plus courageuses que moi, là. Tu sais, moi, je fais un peu de freestyle, puis j'étais comme, ah, tu sais, j'ai peur d'avoir leur poche, genre. Finalement, tu sais, moi, je leur lève tellement mon chapeau d'être allée. Tristesse, tu sais, parce que le calibre est pas nécessairement le même. Tu sais, t'as des MC qui sont rappeurs depuis 15 ans, qui ont sorti 5-6 albums. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même calibre, puis il est arrivé ce qui devait arriver. Tu sais, il y en a pas nécessairement qui se sont rendus en finale. Mais c'est correct, parce que c'est le premier pas. Tu sais, là, il y a eu cette émission-là, puis là, il y a plein de petites filles au Québec qui vont se dire, hey, les filles, ça peut rapper, tu sais. Puis là, tu sais, on travaille, on va par en avant, puis les prochaines générations vont plus se reconnaître, tu sais, là-dedans. Puis non, fait que moi, je suis vraiment contente, là. Je trouve que c'était plaisant. Des fois, j'ai trouvé que les juges étaient un peu soft, là, tu sais. Ben, honnêtement, je veux dire, c'est tellement normal quand t'évalues quand t'évalues de l'art, pis c'est tellement difficile de dire, c'est quoi, je préfère ça au lieu de ça, c'est comme... Ben, c'est encore drôle. Ben, moi, j'ai fait un bac en art, fait que là, de me faire dire que tout est bon, là, moi, je suis capable vraiment non, mais pas que tout est bon, mais juste que c'est difficile de rentrer dedans. C'est subjectif, c'est sûr, mais en même temps, il y a quand même, tu sais, on fait une compétition, donc c'est de statuer qu'il y a des critères, tu sais, à respecter. Mais tu sais, je sais pas si t'avais vu l'émission américaine Rhythm and Flow. Non. C'est un peu le même concept, c'était un peu genre Who's Gonna Be the Next Rapper, là. Puis tu sais, c'était D-Smoke qui avait gagné, puis c'était comme les juges, c'était qui? Donc, c'était Cardi B, Chance the Rapper, puis T.I., je veux pas dire n'importe quoi, me semble. Ou en tout cas, c'était des jeux de premier round. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant, mais tu sais, c'était plus rentre-dedans, là, genre côté commentaire, puis tout. Tu sais, je trouve qu'au Québec, on est un peu... tu sais, on est gentil. On n'aime pas la confrontation. On n'aime pas la confrontation. Je trouve que ça faisait un peu ça, mais tu sais, c'était vraiment correct, puis tu sais, c'était super respectueux, puis c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé ça, regarder ça, puis je suis bien contente. Puis compte tenu du fait que ben ça a quand même été un succès relatif, cette émission-là, est-ce que ça te fait dire, ah, ben c'est quoi, comme... Je m'imaginerais peut-être le faire ou m'essayer à ça? Possiblement. Là, s'il y a d'autres éditions, ouais, je pense que j'oserais. Parce que une des craintes que... Excuse-moi, je pense que ça allait rembarquer. Mais une des craintes que j'ai d'autres amis qui sont dans la sphère rap. Puis la plupart, ils disaient, ben j'ai comme peur que ce soit un échec. Puis j'ai comme pas envie de me lancer là-dedans. Première saison. Ouais. Parce qu'on sait pas de quoi ça a l'air. On sait pas c'est qui... Ben, je sais pas s'ils savaient c'était qui les juges, mais c'est quand même intimidant de dire, ouais, un nouveau projet... Je me lance, quitte à ce que ça floppe, c'est quand même intimidant. C'est vrai qu'il y avait lieu de voir qu'est-ce que ça allait avoir l'air, là, parce que effectivement, là, tu sais pas trop dans quoi tu te lances. Puis moi, tu sais, vraiment, ça m'a donné plus... ça m'a mis en confiance, là, tu sais, peut-être de m'inscrire à une prochaine édition. Mais en même temps, tu sais, il y a un côté de moi qui me dit... tu sais, pour moi, le texte est tellement important, genre, tu sais... Je comprends qu'on veut... tu sais, on revendique des skills de MC, genre, puis que le freestyle, c'est vraiment un skill nécessaire, puis j'en fais du freestyle, puis je trouve c'est vrai que c'est important, mais j'ai comme cette impression-là que, genre, d'aller à la TV montrer mes skills de freestyle, j'ai pas l'impression que ça met de l'avant tu sais, j'ai l'impression que je vais dire des choses moins constructives, tu sais, que le genre de texte que je prends le temps d'écrire, puis tout ça. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de balancer dans ma tête, genre, ah, tu sais, pour aller montrer mes skills de freestyle, ça vaut-tu la peine, au détriment de peut-être dire des affaires moins constructives? Mais
Mais en même temps, tu sais, je pense à Elmé, tu sais, qui avait des textes plus... Tu vois, c'est qui, là, lui, qui avait des textes plus engagés, là, qui est prof de cégep, puis tout. Puis tu sais, lui-même, dans ses freestyles, il a placé des grosses lines, tu sais, un peu gauche, puis tout. Fait que j'étais comme, mais... Tu sais, ça se fait aussi, là, genre, mais il faut tellement être vif d'esprit, là, c'est assez impressionnant. Là. Ouais, c'est impressionnant. Une des autres affaires qui me déstabilisait un peu, c'est de voir, admettons, tous les juges se lever et acclamer quand il y a une punchline, puis j'étais juste comme... J'ai comme l'impression qu'ils se sont fait dire « levez-vous ». Ouais, c'est pour encourager un peu. Oui, là. mais comme je trouve ça, je sais pas, moi quand j'ai une punchline, je vais dire « oh, mais je vais pas me lever faire ça ». C'est peut-être aussi parce que c'est des gens plus extravertis que moi. Ouais, peut-être aussi qu'il y a des freestyles qui ont trouvé vraiment ordinaire. Fait quand il y en avait un bon, il était comme « oh my God! » Pour vrai, moi, le freestyle de gens... Mais tu sais, je trouve que c'est quand même malaise, un freestyle pas bon, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est tough, puis c'est malaise, puis crime... Tu sais, j'ai compris aussi de pas avoir tombé dans la face du monde qui ont fait un mauvais freestyle, là, mais c'est vrai que, tu sais, rendu à Jam, tu sais, qui s'est enfilé, genre, quatre objets différents avec 4 barres chaque, tu sais, moi, tout, je me suis relevé de mon siège, tu sais, c'était vraiment des skills. Mais honnêtement, la boîte à objets, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, très honnêtement, parce que c'est tellement hasardeux, c'est tellement... Je comprends que c'est pour le show, mais comme, ça peut tellement... Admettons, prendre un MC, admettons, t'essayes ça, tu viens y participer, puis, admettons, tu bugs à un objet, ben, ça peut tellement t'enlever des points alors que ta qualité de rap est peut-être supérieure à d'autres artistes. Mais c'est vraiment pour mettre de l'avant l'idée que t'es assez vite pour faire une rime avec n'importe quoi, puis pour le tourner de n'importe quelle façon, là, tu sais. Puis, non, moi, je trouve que c'est un jeu intéressant, là. Puis, tu sais, j'ai vraiment pensé m'inscrire, puis, tu sais, j'ai vraiment passé, genre, une semaine chez nous, là. Tous les moments que, tu sais, mettons que j'étais en train de rien faire, ou, tu sais, que j'étais en train de cuisiner, ou des affaires de même, tu sais, j'essayais de le faire tout seul chez nous, là, tu sais, genre, freestyler avec tous les objets que je prenais, puis c'est vraiment un exercice, là. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression que Jam, tu sais, il a fait ses devoirs, là, il a dû pratiquer comme un malade, là. Ben oui, puis c'est vraiment, c'est comme un sport, tu sais, le freestyle, tu deviens, t'es pas juste bon de même, là. Il faut que t'en fasses, puis que t'en fasses, là, tu sais. Ben, comme ben des affaires. Comme tout, là. Mais, ouais, j'avais reçu Jam à mon podcast, mais aussi à celui d'Oli. Puis il expliquait que lui, dans la voiture, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un beat, puis il improvisait. Lui, il écoutait pas de podcast, pas de musique. Il improvisait tout le long de ses rides de char. Je fais pareil, il faut demander à ma copine, là, je suis tellement gossante. Là. Mettons Québec-Montréal, là, je peux freestyler au moins 1 heure en tout. Tu sais, je mets des beats, puis moi, je fais ça vraiment beaucoup aussi. Tu sais, genre avec qu'est-ce qu'il y a, ces pancartes, ou genre, tu sais, des lines de genre, on est pogné dans le trafic, ou genre, on a raté la sortie, ou des affaires de même. Puis c'est vraiment bon, ça fait respirer l'esprit, puis ça fait que ça travaille les flows aussi. Tu sais, des fois, tu dis pas nécessairement des affaires super constructives, mais ça te fait réfléchir les beats, ça te fait réfléchir ton flow, comment tu poses sur les beats, puis ça décoince vraiment, puis l'écriture devient de plus en plus facile. Tu sais, même quand t'arrives, t'écris des choses plus construites, ça devient plus naturel, tu sais. Ah ouais? Donc, freestyler, c'est vraiment bon pour aussi apprendre à structurer ton écriture qui va suivre par la suite. Vraiment. Puis je sais pas à quel point c'est un concept, c'est un terme utilisé de façon répandue, mais faire du yaourt, là, c'est comme le monde avec qui je travaille, c'est plus français là, qui dit ça, mais faire du yaourt, c'est comme, mettons, tu mets un beat, puis là, tu chantes dessus, mais en disant n'importe quoi, genre, tu sais, tu fais un flow, mais en disant n'importe quoi, ça, c'est faire du yaourt. Puis je pense que, tu sais, les bons MC peuvent souvent, ou mettons, je pense que Fouki, il fait ça, tu sais, un peu quand il écrit, genre, il va composer son flow en disant n'importe quoi, puis un coup qu'il a comme le flow en tête, là, il va remplir ses lines, genre, puis tout. Puis je trouve qu'il y a les chansons plus techniques, je trouve que ça le fait, tu sais, de composer comme ça. Des fois, je vais faire ça, tu sais, mettons, il m'arrive un beat, j'ai un peu une idée de mon thème, mais je sais pas trop comment partir mes lines. Mais tu sais, en new school, des fois, là, tu sais, comment tu veux découper tes rimes, là, genre en 4/2, puis après ça, tu tombes en triolet, puis nanana. Des fois, c'est bon juste si tu te le chantes, genre, puis sans nécessairement mettre les mots, puis après, c'est vraiment plus solide, tu sais, quand t'arrives avec tes phrases, là. Tu fais mention de 4/2 puis de triolet. Est-ce que t'as une formation musicale? Parce que c'est rien impressionnant. Je suis pas mal sûr que c'est pas tous les rappeurs qui peuvent m'expliquer c'est quoi un 4/2, un triolet, toute cette théorie musicale-là. J'ai pas nécessairement une grosse formation en musique. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Moi, je lis pas la musique du tout, mais je joue de la guitare depuis que j'ai 10 ans. Après, je suis tombée genre banjo, j'étais un peu drummeuse, j'ai été bassiste, j'ai appris à jouer du piano par moi-même, tu sais. Fait que le côté composer de la musique puis toucher un peu à tout, tu sais, puis la construction d'une chanson, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, tu sais. Après ça, j'ai pas nécessairement toute la terminologie, tu sais, je suis vraiment pas bonne nécessairement pour trouver la gamme de quelque chose, mais je suis capable de t'embarquer un solo de guitare sur les bonnes notes, tu sais, à l'oreille, genre. Mais non, le côté théorie, ça m'est venu un peu comme plus naturellement, mais rythmiquement, comment c'est découpé le rap, c'est, tu sais, comme les premières fois que j'ai entendu des tunes en new school, j'ai fait comme
oh shit, OK, tu sais, on est rendu là, genre, puis le côté comme faire rentrer du texte dans des rythmes comme ça, moi, c'est devenu comme une maladie mentale, là, tu sais, c'est vraiment comme un OCD, là, genre, je trouve ça tellement fascinant, puis, tu sais, j'en mange du rap américain, tu sais, plus technique, puis tout ça, puis tu sais, comme, mettons, tu sais, on parlait tantôt de Jam, qu'on voit ses influences, mettons Eminem, puis Kendrick, puis nanana. C'est pas nécessairement mon rap préféré. Tu sais, mettons Eminem, je trouve que c'est comme si sa maladie mentale de découper est rendue un peu trop loin. Tu sais, je trouve qu'il a perdu en musicalité. Tu sais, c'est comme, t'es épuisé, genre, à la fin de la tune, là, t'es comme, oh, calme-toi, genre. Mais en même temps, c'est fascinant, là. Tu sais, t'imagines, là, dans sa tête, le hamster, là, il est comme, c'est genre, c'est tellement découpé, là, c'est fou, là. Mais ouais, ça, c'est vraiment... C'est qu'est-ce qui me fascine beaucoup, là, de l'écriture de rap dans le New School, là, c'est vraiment... Puis c'est pour ça aussi que j'admire beaucoup Jam, dans ses textes, parce qu'il est vraiment solide, là, de ce côté-là, c'est vraiment nice. Là. Ouais, ça me fait penser, je faisais un live avec Malin, La Malice, qui est un producer, puis il expliquait que on parlait de la différence entre un chanteur et un rappeur, puis il expliquait que souvent, le chanteur, sa voix va passer d'une note à l'autre. Puis le rappeur, souvent, ça va rester sur la même note, mais il va avoir un élément vraiment rythmique qui s'apparente vraiment à, mettons, un drum. Plus qu'à un instrument à cordes, mettons. Exact. C'est débile. Puis c'est ça qui fait aussi... tu sais, mettons, je suis capable de chanter en jouant de la guitare, mais je suis pas capable de rapper en jouant de la guitare. C'est comme deux parties du cerveau différentes, genre. Mais tu sais, je rajouterais même à cette théorie-là, je pense que les meilleurs rappeurs et rappeuses maintenant, c'est ceux qui sont capables de passer de un à l'autre. Tu sais, mettons, je pense que Fouki, il a bénéficié vraiment d'un espèce de wow, genre, quand il a sorti ses albums, parce que Fouki, avec ses nouveaux flows, il passe de des éléments, tu sais, comme rapper sur une note, tu sais, à chanter, genre, puis lui, il s'est mis à construire des mélodies sur ses flows. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé dans le New School, dans le rap plus tu sais, le trap and B, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Tu sais, mettons, Mac Miller, il amenait ça aussi un peu, tu sais, le côté, genre, rapper sur une note, puis après, il part sur l'autre verse, mais c'est plus chanter, genre. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a accroché, tu sais, puis le côté plus mélodique amené dans les verses, je pense que c'est là qu'il faut aller, tu sais, pour... Tu sais, c'est peut-être un peu révolu, tu sais, de faire un album complet, tu sais, rappé entièrement sur la même note, en mode, tu sais, boom bap classique, genre juste voix de rapper, genre, je pense que ça gagne à avoir des flows plus chantés, tu sais, pour que ça respire, là, tu sais, dans un album. Puis il faut vraiment que tu sois un artiste établi, mettons Eminem quand il a fait Kamikaze. Ça, c'était comme ça, mais je veux dire, ça a été un gros album quand c'est sorti, mais moi, je l'ai pas réécouté depuis que c'est sorti. C'est ça, exact. Ça fatigue l'oreille, là, un point. Oui, ça fatigue. Je veux dire, Lucky You, wow, good job, mais comme je suis épuisé après. Ah, c'est comme un peu de la masturbation, là, un point, là. C'est comme, c'est beau, on a compris. C'est comme, je suis tellement technique, regardez-moi. Exact, c'est ça. On a compris que t'es performant, mais tu sais, après, je trouve que c'est ça, c'est la musique qui pâtit un peu, là. Tu mentionnes que tu es capable de chanter et jouer de la guitare. On peut faire un lien avec le fait que tu vas faire des francs couvertes. Est-ce que tu vas les faire avec un full band? Ouais, mais en fait, c'est un peu... on garde un peu la même formule qu'on avait l'année passée avec Petite Papa. Oui, c'est ça. Ça va être l'une des rares fois où est-ce que, comme, la même personne va faire deux fois de suite les francs couvertes, mais t'étais avec quelqu'un. Mais ça a été c'est une bonne affaire pour moi, tu sais, d'avoir Petite Papa comme autre projet. On dirait que j'essaye des affaires, tu sais, dans un projet puis dans l'autre. Ça me permet d'essayer différentes avenues. Même côté écriture, tu sais, Petite Papa, on va dans des trucs plus dansants, plus festifs, tu sais, chill vibe. Tu sais, avec Sam, c'est un peu le mood qu'on a dans l'écriture. On écrit ensemble, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, on a établi cette formule-là avec le groupe l'année passée, justement, pour pas être juste comme deux MC avec le beat en arrière. On se disait, tu sais, en show, c'est vraiment plus nice. Mais là, avant la pandémie, c'était possible, on était 7 sur le stage. Maintenant, pour jammer, c'est trop compliqué, là. Fait qu'on a fait une formule plus réduite. On a la backtrack qui joue le drum, puis soit la bass ou quelques samples. Charles Ketmagané qui fait les beats, lui, en formule live, il va jouer la guitare ou la basse, dépendamment des chansons. On a Val au sax, puis on a Arthur sur les keys. Fait que, tu sais, on a quand même un bon set live, mais on est quand même backé par la track. Fait que je trouve que c'est un bon compromis, là, pour pas être trop de monde sur le stage, pas que ça soit trop compliqué de faire des jams puis tout, là. Puis c'est aussi un peu cette formule-là qu'on garde pour les albums. Tu sais, on s'est mis à composer comme ça. Là, on est en train de produire le prochain album de Petite Papa, puis c'est un peu de même qu'on fonctionne. Tu sais, Ketmagané, il va nous sortir des bases de beats, là, tu sais, un peu plus rudimentaires, tu sais, genre drum, bass avec quelques samples. Là, on magasine là-dedans. Là, il y a des affaires qui nous inspirent. On part un loop, on écrit. Puis après ça, on va travailler avec les keys, avec le sax, puis on va comme tout construire le truc en formule band. Fait que, tu sais, quand on arrive en live, on va être vraiment plus proche des versions studio, parce que ça va avoir été pensé comme ça, tu sais. C'est débile. Puis comment t'anticipes ta performance? Comment tu t'anticipes
clip, c'est dans une semaine, me semble. Ouais, Comment t'anticipes ça? J'ai tellement hâte. T'es pas stressé? OK. Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai le goût que ça aille bien, mais je suis pas vraiment stressée. En fait, c'est drôle parce qu'on a été invités à la Nuit Blanche de Montréal. On a performé au Lion d'Or, en fait, en show web. Ah, OK, genre, il y a 2 semaines. Fait que c'était une maudite bonne générale, là. C'était la même salle. C'était pas nécessairement la même équipe de caméra puis tout, mais c'est un peu le même concept, là, formule web. Sauf que là, en plus, on a le jury dans la salle. Ça nous fait quand même un peu de public, là. Moi, je suis trop maintenant, contente. Les shows sont possibles. Fait que je sais pas ce qui va se passer. Mais en fait, ils nous ont dit, ils ont bien fait, là, ils ont dit, avant qu'on commence les Francouvertes, ils ont dit, si on commence le round 1 puis qu'il n'y a pas de public, on va finir le round pas de public parce que ça serait chien, là, tu sais, que ça a fait ça l'année passée, tu sais, dans le fond, nous, on était le dernier soir qu'il y avait du public dans la salle. Nous, on a fait un show devant 250 personnes. Là, les autres bands qui n'avaient pas passé, tu sais, ils ont attendu pendant 6 mois à pas trop savoir ce qui allait se passer, puis ils ont fini le round, pas de public. Oui, ils ont fini, les préliminaires, ils ont fait avec un peu de public. Un petit peu, c'est vrai. C'était comme moi. Ouais. J'étais là. Ah ouais, yes. You were there. Mais tu sais, ça change vraiment la donne. Fait que tu sais, par souci d'équité, tu sais, cette année, ils ont dit genre, si on commence pas de public, on finit pas de public. Sauf qu'on a bon espoir que le round 2, on va avoir du public. Puis tu sais, si ça se rend au Club Soda, tu sais, imagine le Club Soda vide, c'est tellement déprimant, là. Ouais, c'est un peu déprimant. Mais l'année dernière, ils n'ont pas fait ça. La finale, ils l'ont pas fait au Club Soda. Oui, c'est où qu'ils l'avaient fait? Ils l'ont fait aussi au Lion d'Or. Ouais, parce que là, tant qu'à faire. Ben oui, c'est quoi l'intérêt d'avoir une grosse salle vide? C'est déprimant, c'est juste pour faire beaucoup de peine aux artistes. Ouais, c'est trop triste. Là. Mais ils pourraient dire, j'ai déjà fait un Club Soda. Ouais, exact. Vide. Club Soda vide, ouais, c'est ça. On va avoir fait toutes les salles de Montréal vides. Drôle de carrière. T'as-tu déjà fait des shows sans public? On a fait. On était avec Petit Papa, on était à Coup de cœur francophone l'automne dernier. Okay. On avait fait un show au Quai des Brumes. Qui était filmé. Tu sais, au moins, il y avait genre la crew de caméra, il y avait une couple de personnes du quai. Fait que, tu sais, le soundman, il y avait peut-être genre 8 personnes dans la salle. C'était déjà ça de gagner. Là, c'est pour vrai, on a eu une foule de belles soirées. Puis, tu sais, nous, on aime ça, là, jouer de la musique. Là, c'est pas... tu sais, on peut se brailler sur notre sort, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on fait de la musique, puis je me dis, le monde en a vraiment besoin, là, tu sais. Le monde ne peut pas sortir, ils n'ont pas accès à des shows, ben faisons-en, faisons de la musique qui se rend chez le monde, puis, tu sais, prenons notre mal en patience, puis soyons résilients et résilientes, puis ça va passer, puis là, regarde, on a passé à travers. Moi, j'ai eu une belle année, je dois avouer qu'on a vraiment eu de la chance, tu sais, parce que justement, on a eu ce show-là à Coup de cœur francophone. J'ai été invitée à la session live CISM. Là, on a eu le show de la Nuit Blanche. Fait que, on est trop pas à plaindre. On avait tout le temps un peu quelque chose sur la planche, tu sais. Fait que c'était pas comme dans le néant en se disant, mon Dieu, on a passé l'année à pas faire de show, puis tout, tu sais. Puis là, on est rembarqué dans les Francouvertes. Fait que, tu sais, ça a été... Pour nous, ça a été une super belle année. On avait de quoi faire. Entre-temps, on a travaillé sa prod de Petite Papa. Puis là, on est déjà dans le pré-prod du prochain album Calamine. Fait que, tu sais, ça roule. Là. Moi, tu sais, je vortex chez nous. Là, j'étais enfermée chez nous, puis je fais de la musique, puis j'en ai pas de problème. Là, tu sais, moi, je peux continuer de même un bout. Là, tu sais, je fais des chansons, puis c'est ça que je veux faire. Puis c'est bien correct. Là. Merveilleux. Mais t'as déjà fait les Francouvertes l'année dernière avec Petit Papa. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de le faire cette année avec ton projet solo? Ben, tu sais, ça joue un peu sur des créneaux différents, là. Tu sais, je pense que dans le projet Calamine, je peux y aller plus franchement de mes revendications féministes, anticapitalistes et tout ça. Tu sais, j'y vais quand même un peu avec Petit Papa, mais, tu sais, je veux pas non plus... je trouve ça intéressant que ça soit des créneaux différents, puis le côté festif. Tu sais, je pense qu'on a aussi besoin de la musique feel-good, dansante, qui est pas trop cérébrale. Sans nécessairement que ça soit insignifiant. Tu sais, je pense qu'on arrive quand même à brasser une couple de concepts là-dedans de manière intéressante, mais tout en restant, tu sais, plus dansant. Fait que là, c'était comme, tu sais, pour moi, c'était vraiment de présenter autre chose. Là, tu sais, j'arrive avec une autre proposition, mais j'arrive solide de mon expérience, tu sais, de l'année passée. Je sais comment ça marche. Je suis devenue une MC, tu sais, plus confiante. Fait que j'ai vraiment hâte, tu sais, je trouve ça plus... c'est plus personnel un peu pour moi, tu sais, de présenter, tu sais, les chansons Calamine. Pour moi, c'est plus... c'est vraiment mes textes, tu sais, l'album est ficelé d'une manière, tu sais, que je présente vraiment mes idées. C'est les idées que je veux mettre de l'avant, puis tout ça. Fait que là, il y a quelque chose de plus... tu sais, ça vient du cœur, vraiment, puis il y a... Tu sais, je sais pas comment dire, je me sens plus vulnérable par rapport à ça, tu sais, de comment je vais être jugée. Tu sais, l'année passée, on n'a pas passé en deuxième round puis tout, mais c'était comme correct. Tu sais, on se disait, c'était notre deuxième show ever, Petite Papa. Ah ouais. On avait sorti l'album à l'arrache, genre juste pour avoir du stock, pour
pour postuler au Francouverte. Puis vous avez quand même été accepté. On a été pris. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'artistes. Exact. Des artistes qui ont plusieurs albums puis qui n'ont pas été acceptés. Exactement. Fait que, tu sais, pour nous, c'était déjà une victoire. Fait qu'on était même pas triste de pas passer au deuxième round. On se disait, crème, hey, on s'est rendu là. On a fait un show au Lion d'Or, salle comble. On est trop pas à plaindre. Fait que ça, c'était correct. Mais là, j'avoue que cette année, tu sais, j'ai un côté plus, tu sais, j'aimerais ça que ça plaise aux gens. J'aimerais ça que le monde, il relate à ce que je dis. Puis, ouais, je suis vraiment, je suis confiante. Tu sais, le monde, il me témoigne beaucoup d'amour. Là. Le monde sont comme, yes, tu sais, je vais checker ton show. Vas-y, t'es capable. Là. J'ai vraiment hâte. Là. En plus, tu partages la scène avec, je veux dire, partage la scène. Avec Jam, puis avec Inès. Moi, j'ai très hâte de voir Inès. Je la connaissais pas. OK. Puis elle a pas des tonnes d'affaires de release. Fait que je suis très, très curieuse d'entendre qu'est-ce qu'elle va faire. Puis je pense que ça va être vraiment le fun. Puis je trouve ça cool. T'sais, on s'est écrit, faut être solidaire. Il y a du monde qui voit les Francouvertes comme une compétition, une affaire comme genre, on va là pour se battre. Mais c'est comme, moi, tu sais, puis aussi pour l'avoir fait l'année passée, tu sais, la scène n'est pas si grosse que ça. C'est tout du monde que tu vas recroiser, que tu vas collaborer avec. Mais tu sais, il y a une pandémie aussi. Fait que tu vas pas les croiser physiquement, mais évidemment, le fait que tu as déjà fait, mettons, Mocha puis Vandou l'année dernière, ils ont fait une tourne ensemble. Ouais, puis là, j'ai une tourne avec une des filles de Mocha aussi. Oh yeah, that's it. Je sais pas si je brûle des punchs, mais ça se trame, là. J'ai reçu le mix cette semaine, là, ça va être vraiment nice. Puis, tu sais, La Fièvre de l'année passée aussi, c'est des potes. Narcisse, on se connaît bien. Tu sais, c'est tout du monde que... Puis, tu sais, Super Plage, il était là avec Narcisse, il est encore là cette année. Puis, Super Plage, il était avec Virginie B. Puis là, j'ai peut-être une collab qui s'en vient avec Virginie B. C'est comme... Ouais, c'est toute une grosse famille. C'est du monde qui ont pigmenté mon été, vraiment. Exact, c'est ça. C'est comme une petite famille. Puis, je pense qu'il faut voir ça comme ça. Puis, ou même, tu sais, cette année, Bermuda, tu sais, genre les deux filles qui jouent, il y a des deux filles des Shirley qui jouent dans Bermuda. Moi, les Shirley, c'est mes potes, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, tout est dans tout, là. Après, faut pas commencer à penser qu'on joue des coudes puis chacun essaie de faire sa place. Je pense que tout le monde devrait faire une communauté musicale forte, tu sais, puis se dire qu'on a une scène bouillonnante, puis que tout le monde collab ensemble. Moi, c'est comme ça que je vois ça, puis j'ai vraiment envie de tendre des perches à tout le monde pour des collabs, puis que tout le monde, j'ai envie que tout le monde performe bien au Francouverte, puis j'ai pas envie de tasser personne. Moi, je suis juste bien contente de faire un show, puis je pense qu'on va faire une belle soirée, là. Ouais, puis juste le fait que le public voit pas tant ça comme une compétition pour la plupart, ils vont juste voir ça parce que c'est le fun. Moi, je suis un peu plus intense, fait que j'ai déjà des pronostics de qui va gagner. Mais c'est parce que je suis très compétitif, fait que je suis comme... J'aimerais... Starter ton pool. Ouais, ben, comme j'aimerais ça m'en partir un pool des Francouvertes, mais il n'y a pas assez de monde qui est intéressé par ça. Mais le podcast sortu.ca, ils ont fait un pronostic. Ouais, ah ouais? Ouais, wow, OK. Ils ont osé. T'as été classé où? Et ils ont dit les 3 finalistes. Ils ont dit... Bermuda, Étienne Copé, puis moi. Ah, OK. Je vais essayer de pas les décevoir. OK. Ben écoute, je te souhaite bonne chance. C'est stressant. Tu dis que c'est stressant, tu dis que c'est plus vulnérabilisant de présenter un projet solo. Ouais. Le fait qu'on soit en pandémie, les sujets plus sérieux, j'ai l'impression que ça va moins séduire le jury pendant une pandémie parce que tout est plus grave. Puis on l'a senti l'année dernière avec Valence, Ariane Roy, puis Narcisse qui abordent des sujets relativement léger et coloré. C'est très floral comme univers. T'as-tu un peu peur que comme le rap s'intègre moyennement dans cette espèce de dynamique-là? Je pense pas. Comment je dirais ça? Tu sais, il y a des affaires super deep, tu sais, qui se sont bien classées. Tu sais, je pense à Tremble. Je sais pas si t'écoutes un peu là, les shows. Cette année, non, malheureusement. Tremble, moi, j'ai trouvé ça super bon. Mais tu sais, c'est vraiment genre de la petite guitare acoustique puis des petites voix, tu sais, douces, puis des affaires super contemplatives. Il y a plein d'affaires qui se sont bien classées, qui sont vraiment plus smooth, triste, là, même. Là, tu sais, Douance, c'est super. Moi, j'adore Douance, c'est vraiment cool. C'est plus tristou, là. Tu sais, c'est un peu grunge, tristou. Ça s'est super bien classé aussi. Fait que je pense pas nécessairement. Puis aussi, tu sais, c'est du rap, mais genre dans la formule live, c'est vraiment comme smooth, jazzy. Puis je pense que mes textes, ils ont quand même une touche d'humour. Tu sais, c'est comme rentre dedans dans les concepts, mais c'est rappé un peu dans un emballage, tu sais, digeste, un peu drôle. Tu sais, je pense qu'il y a des punchlines qui gardent l'attention puis qui rendent ça un peu drôle. Fait que je pense que c'est ça qui nous sauve, là. Ça fait pas... je pense que ça sera pas un 25-30 minutes de genre, tu sais, assommé par des gros concepts. Je pense que c'est super smooth, tu sais, dansant. Puis, tu sais, nous, on a tellement de fun, tu sais, à faire ce show-là. Puis, tu sais, moi, c'est pas... moi, tu sais, je danse en avant puis ça vient naturel parce que j'aime les beats, puis je trouve que, tu sais, on performe avec enthousiasme parce que c'est le fun. Fait que je pense que ça va se ressentir, tu sais. Puis, tu sais, même
Même les derniers artistes rap qui ont gagné Francouverte, que je pense à OGB ou la F, c'était pas c'est pas des groupes musicaux avec des textes particulièrement lourds qui abordent des sujets super complexes. Exact. C'est des vibes différentes. Puis c'est vraiment axé vraiment sur la musicalité. Puis je pense que c'est ça qui a séduit le jury. Exact. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on n'est plus tant... Je pense que ça serait difficile pour des rappeurs d'arriver avec une formule show, tu sais, juste la backtrack puis rapper. Là. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Ben, quoi que la F, c'était ça, sauf qu'eux autres, leurs beats sont tellement complexes, tu sais, composés à plusieurs, ça l'aide. Mais la F, y avait-tu des musiciennes avec eux autres? Je pense pas. Non, c'est ça, c'était juste backtrack. Mais ouais, c'est ça, c'est full dynamique. Là. Ouais, c'est plus dynamique, admettons, que OGB, où est-ce qu'il y a un rappeur puis c'est 6 autres musiciens. Ouais, mais c'est ça, OGB sont tellement solides de la formule, tu sais, genre gros bagage jazz, là, c'est malade. Ben oui. On va sauter dans un sujet, quand même, on parle de sujets plus intenses. Tu te dis féministe. Et c'est comment être rappeuse, comment être une femme dans l'univers rap, parce que j'ai l'impression que par le passé, le sphère rap, c'était un peu un boys club. Puis comment est-ce que c'est maintenant d'évoluer dans ce domaine-là en tant que femme? Mais j'ai l'impression que c'est quasiment... Tu t'identifies comment? Tu veux que je m'identifie comme femme. Mais moi, en fait, je m'en fous, là, honnêtement. C'est pas... Je sais pas comment dire. C'est pas un combat... Tu sais, je traite beaucoup de la question de la non-binarité. Puis moi, je relate pas comme femme, mais le combat langagier de ça, c'est pas mon combat. Fait que moi, je m'en fous, là. Qu'on m'appelle monsieur, madame, qu'on m'appelle D, tu sais, je m'en sac, c'est vraiment pas relevant pour moi. Mais le fait que, de façon easygoing, qu'on me réfère à moi comme une femme, c'est simple, puis j'ai pas de problème avec ça. Fait que pour moi, tu sais, déjà, ça va. Après, je pense que c'est quasiment mon féminisme qui m'a amenée au rap. Tu sais, dans le sens, j'ai toujours eu un intérêt pour le rap, pour la musique, puis tout ça. Mais on dirait que ça faisait tellement longtemps que le rap me gossait, tu sais, que je me disais, genre, comment ça au Québec, genre, est-ce que c'est devenu ça, le monde du rap? Puis comment ça que j'aime autant le rap, mais qu'en même temps, j'haïs autant qu'est-ce qui est mis de l'avant dans le rap, tu sais, genre, comme forme d'art, je trouve ça incroyable. Puis tu sais, comment ça au State, il y a plein de femmes MC qui commencent à sortir, fucking, genre, féministes, militantes, Black Lives Matter, puis tout ça, puis qu'ici, on est encore assis à se gratter le cul, à parler d'affaires fucking égocentriques puis inintéressantes, là, tu sais, je dis ça globalement, là, je veux pas cibler personne, puis tout ça, mais genre, je me retrouvais tellement pas dans ce rap-là, puis je me disais, c'est fucked up, tu sais, que la scène rap, ce soit autant comme un peu sclérosée, là, tu sais, sur un peu, je sais pas, là, les privilèges, genre, cette célébration des privilèges, puis tout ça, puis je me dis, c'est donc bien plus militant, tu sais, mais ça, le rap, ça venait pas de célébrer ces privilèges de blancs privilégiés, là, c'est un peu malaise, là. Fait que là, il y a comme de quoi qui me gossait, puis je me disais... Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'arriver avec un autre discours? T'sais? Puis c'est comme starter un peu à la blague où j'avais comme cette envie-là de m'attaquer, tu sais, à la forme du rap puis d'en faire un peu autre chose. Puis c'est devenu comme un jeu, là, tu sais, pour moi, c'est devenu comme un vecteur de mon féminisme. Puis je me dis, c'est tellement un terreau intéressant. Tu sais, j'ai vu comme la brèche s'ouvrir puis je me suis dit... Je pense que je peux tirer bon parti de cette conjoncture-là, tu sais, d'arriver dans cette scène-là. Il y a tellement pas ce discours-là, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à entendre ce genre de discours-là. Puis c'est un peu ça qui s'est passé, tu sais. Puis je l'ai fait vraiment... Tu sais, je l'ai fait comme humblement dans mon coin. J'ai écrit des affaires, puis on a enregistré ça en se disant... Advienne que pourra. On l'a fait avec amour et passion, puis ça me tentait de faire ça, puis on a sorti cet album-là. Puis je pense que... T'sais, la réception a été très bonne, puis ça me dit, ah oui, je pense qu'on était vraiment rendu là, puis il y a beaucoup de personnes qui se sont adressées à moi en me disant, hey, c'est soulageant, qu'on arrive avec d'autres discours, puis c'est vraiment ça qui fait que je me lève le matin, puis j'ai le goût de faire de la musique, là, je me dis, on est rendu là, puis ça fait du bien dans le paysage musical, d'avoir un peu d'autres approches. Ouais, puis tu compares, mettons, à ce qui se fait au State, puis souvent, les immenses MC féminines, c'est des personnes ultra sexualisées, c'est hyper sexualisé en termes d'image, tout est taxé pour que le public masculin, même si, admettons, il n'aime pas ce que la fille fait, il regarde quand même les vidéos parce qu'elle est chaude. Puis j'imagine que t'as pris une approche différente. Ouais. Puis pour quelle raison? J'imagine que c'était juste parce que ça te tentait pas. Ouais, c'est ça. C'est pas mon style nécessairement. Puis d'une certaine manière, là, j'irais jusqu'à dire, je pense que je bénéficie du fait d'être masculine. Masculine, en tout cas, tout ça fait pas trop de sens nécessairement, mais justement parce que on va facilement discréditer, genre, les femmes féminines, sexualisées. Tu sais, on va moins reconnaître
leur talent de MC, ou en tout cas, on va leur reprocher, tu sais, d'utiliser leur sexualité, alors que, tu sais, y a-tu quelqu'un qui a déjà dit à un rappeur, genre, hey, tu sais, genre, je peux pas écouter ton discours parce qu'il y a des filles tout nues dans ton clip, tu sais. La sexualité a toujours tellement été possédée par les hommes, puis on prend ça comme pour acquis, que là, une femme qui reprend contrôle puis qui fait elle-même de l'argent sur sa sexualité, genre. Ah, mettons WAP. Ouais, c'est exactement ça que j'ai en tête, là, tu sais. Puis j'ai plein d'amis, là, qui sont pas nécessairement, genre, macho puis tout ça, mais genre, qui ont vu ça, puis que d'emblée, tu sais, ils ont un mouvement de recul, genre, ah non, c'est trop, tu sais, genre, c'est trop, puis comme quasiment, ils ont pas le droit de faire ça, genre. Ils ont pas le droit de se réclamer de leur sexualité, mais tu sais, c'est comme... Hey, genre, la machine du capital tourne autour de la sexualité des femmes depuis toujours, mais depuis toujours, c'est les hommes qui en tirent profit. Là, pour une fois que des femmes se lèvent en disant, tu sais quoi, genre, moi, je dispose de tous ces attributs-là, ben, je vais faire carrière, je vais faire de l'argent sur ce que je possède, tu sais, comme attribut, puis fuck you, moi, je vais faire du rap, genre, je vais célébrer le fait que je suis sexuelle, que je suis empowered, que je suis une fucking bad bitch, là, tu sais, puis, tu sais, go for it, tu sais, moi, je célèbre vraiment ça. Moi, c'est pas mon avenue, mais pour moi, c'est comme des avenues parallèles, dans le sens, je pense que toutes les femmes ont besoin de prendre une place, de quelque manière que ce soit, puis je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais féminisme. Je pense que tout le monde devrait se revendiquer de l'étiquette à leur manière, puis qu'on fasse un féminisme pluriel puis inclusif, tu sais. Parce que c'est intimidant pour certains, le féminisme. Il y a plein... Moi, je me considère comme féministe, puis j'ai plein d'amis gars qui disent « Je suis pas féministe, mais je suis d'accord avec certains points des féministes. Puis je suis comme « Ben, tu peux quand même être féministe. » C'est juste que, ben, je veux dire, le féminisme, c'est pas un livre, c'est plusieurs livres qui ont des définitions différentes. Mais juste limite-toi pas à j'ai vu le livre le plus intense, je l'ai entrouvert, puis il y avait des affaires avec lesquelles je n'étais pas d'accord, je refuse de m'associer à ça, mais je veux dire, si tu prends un livre un peu moins intense en bibliothèque, ben, tu vas te reconnaître dans plus d'affaires. Mais puis moi, je suis la première à être vraiment pas d'accord, tu sais, avec plein de tout le monde devrait être questions. féministe. Vraiment, tu sais, puis je pense, c'est ça. L'idée de fond, c'est l'égalité, c'est l'émancipation des femmes, puis c'est plus de représentativité, plus de présence de discours qui émanent des femmes, puis qui sont pas ni victimisants, ni... violent à l'égard des femmes. C'est juste, la liberté, enfin, des femmes de discours puis d'existence, morale et physique, là, genre... c'est de base, Après, comment on le théorise, comment les gens vont débattre de ça, c'est normal d'être pas d'accord, là, comme dans n'importe quoi, là, comme comment est-ce qu'on va abattre le capital, il y a personne qui est d'accord avec ça, Puis... tu sais, il y a... On peut faire un lien avec le fait que les Québécois, on n'aime pas beaucoup la confrontation. Le fait qu'on n'aime pas la confrontation, de se faire confronter. Fait qu'on assume où le féminisme est devenu cette espèce de vision ultra extrême parce que si on le contredit, ben il y en a un des deux qui va dire arrête. Parce que la confrontation, on n'aime pas ça. On n'aime vraiment pas ça. On n'aime pas ça se faire dire... Mais c'est comme le maudit débat autour de la question du racisme systémique. Mais c'est pas un débat. C'est ça. On n'aime pas ça être pris en défaut. Puis là, c'est de dire... Tu sais... C'est qu'on gosse sur des virgules. Là. Après, tu sais, les problèmes, ils sont tous là. Puis on peut, genre, continuer de gosser sur les virgules puis de tourner autour du pot pour adresser aucune question. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on fait avec le féminisme. C'est ça qu'on fait avec le racisme. Après, il faut qu'on plonge dedans. Il faut qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on dise, hey, tu sais, tout le monde, là, on a tous des comportements qui sont problématiques. Même moi, je pense que j'ai des réflexions qui sont problématiques pour le féminisme. Je pense que même moi, je suis programmée d'une certaine manière. On est toutes imparfaits et imparfaites là, sur nos conceptions. On est quand même... On est né, on a évolué dans un environnement qui a certains billets, puis on a grandi avec ça. Puis je pense qu'on devrait continuellement essayer de détricoter cette manière-là qu'on a été processé pour avoir des conceptions super binaires, hétéronormatives, blanches, et toutes sortes de conceptions qu'on a, que c'est vraiment important qu'on fasse toujours un effort constant de se regarder, puis de se questionner, puis de... Ouais. Mais oui, il faut qu'on expose un peu plus le domaine. Ben, en fait, il faut qu'on expose un peu plus une vision féministe aux médias traditionnels. C'est vraiment l'une des façons. Mettons, les émissions pour enfants, faudrait inculquer ou mettre des personnages non-binaires, des personnes qui sont pas juste le gars super stéréotypé puis la fille qui est princesse. Mais ouais, puis tu sais, des émissions pour ados, qu'il y a pas juste genre un épisode que quelqu'un fait un coming out, ça fait un gros drama, puis après ça, t'en entends plus jamais parler. Tu sais, c'est tellement gossant, là, les personnes gays dans les affaires d'ados. Moi, les émissions de télé, comme, mettons, Friends sur Netflix, je trouve ça hallucinant parce que c'est comme... Tout le monde est beau. Comme, voyons, il y a tellement pas de diversité. Tout le monde est mince, tout le monde est beau. Tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune, tout le monde remplit les standards de beauté mainstream.
comme, ben, j'ai conscience que c'est quand même une émission de télé qui... Ça date un peu, là. qui date, ça a mal vieilli. mais il n'empêche qu'il y a encore des émissions qui se font dans le même style, dans le même registre. Puis c'est à peu près les mêmes archétypes de personnages. Puis c'est drôle, même le gars qui pogne pas mal sûr que... Comme tu le mets dans une salle de personnes normales, ils pognent. Ils prennent du monde beau pour les rendre lettres, là. C'est ça qui est fou, là. Ils prennent du monde jeune pour les rendre vieux. T'sais, ils prennent tout du monde jeune, beau et mince pour jouer toutes les autres affaires. C'est tellement problématique. C'est vraiment... Puis ouais, c'est exactement ça la source du problème. C'est qu'on a juste une représentation super stéréotypale de qu'est-ce qu'on devrait avoir l'air, qu'est-ce qu'on devrait être. Tu te revendiques anticapitaliste. Cette réflexion-là a émergé quand et comment? Ça fait... je sais pas, moi, je me suis vraiment plus politisée dans la foulée de 2012, les grèves étudiantes, puis tout ça. Puis je me suis mis à lire beaucoup, dans la foulée de ça, genre, l'éducation gratuite, les politiques d'austérité, puis genre, tout comment l'État investit dans le filet social, puis tout ça. Puis, tu sais, je me suis vraiment mis à avoir cette réflexion-là, puis plus vastement sur le capital. Puis, tu sais, je me suis mis à lire, genre, Chomsky, puis des, genre, Chris Hedges aussi, qui est un auteur... C'est drôle parce que Chomsky, je le lis en ce moment à l'école. C'est vrai, ah ouais, mais c'est tellement intéressant. Je sais pas si tu as vu, il a sorti un documentaire, tu sais, il est rendu vieux, là, Chomsky, dans les 90, puis il fait la narration de documentaire sur Netflix qui explique, dans le fond, lui, il explique le capital en 10 principes, puis il explique comment, dans le fond, les démocraties, comment tous les systèmes politiques ont été développés par des personnes dominantes qui sont venues coloniser puis qui ont voulu s'assurer... Et eux autres, c'était des personnes riches qui étaient au pouvoir puis ils voulaient s'assurer une force de travail, mais que le capital continue à affluer à eux. Fait que, tu sais, tous nos systèmes démocratiques sont basés d'une certaine manière à ce que les personnes puissantes restent puissantes. Puis là, tu sais, on est rendu à un point, tu sais, c'est tellement exponentiel, l'affluence du capital, que, tu sais, maintenant, les super fortunes, les personnes extrêmement riches, ils deviennent de plus en plus riches parce que leur masse de capital fait juste accumuler. Puis, tu sais, il y avait comme la théorie du ruissellement, que si les personnes riches, tu sais, réinvestissent, dans le fond, la mode de capital, ça va descendre de même dans la société, mais ça fait pas ça. C'est des méga fortunes. Puis, tu sais, il y a quand même juste un certain nombre de capital, là, je veux dire, sur la Terre. Puis là, ça afflue dans des méga fortunes, tu sais, le fameux 1%. Puis, tu sais, on accepte ça, genre, tu sais, aux États-Unis, là, ça va pas bien, là, tu sais, je veux dire, le monde, tu sais, dans ce documentaire-là, il parle plus spécifiquement des États-Unis, mais tu sais, il explique, genre, comment l'affluence des méga-fortunes, tu sais, ça a fait ça de même, puis comment, genre, le salaire moyen, genre, est resté comme super bas. C'est genre 10 $ là-bas, c'est hallucinant. C'est complètement absurde, tu sais, puis comment est-ce qu'on accepte que 99% du monde peuvent vivre dans des conditions aussi déplorables, alors que t'as, genre, du capital abstrait, tu sais, qui afflue dans des comptes, puis qui sert à rien, tu sais, puis je veux dire qu'il y a du monde qui vit d'une manière complètement démesurée. Tu sais, pour moi, c'est dur d'être d'accord avec ça. Ben, c'est tellement colonisateur. Complètement. C'est comme on le sait tout, maintenant, n'importe quelle personne qui a un peu été critique envers l'histoire de nos ancêtres qui ont colonisé, ils se rendent compte que, ouais, non, comme ce qu'on a fait aux nations autochtones ou ce qu'on a fait aux peuples qui étaient là avant, pas tant correct, puis comme c'est la même démarche, c'est les gens qui étaient là avant, ils ont instauré des règles, puis ils étaient très dominants, très laisse-moi faire, je vais diriger ça, puis ça fait en sorte que ça continue de même, ça a inculqué une espèce de culture de je suis allé en premier, puis comme j'ai vraiment essayé de rentabiliser ça le plus possible. Mais ouais, exact. C'est tellement une culture malsaine, mais excuse-moi. Non, vas-y. Mais c'est tellement une culture malsaine de vouloir tout le temps rentabiliser ça parce que t'es comme, ben, il n'y a pas de fin. Non, c'est ça, c'est sans fin, là. Puis tout le monde s'accroche au peu de petits privilèges qu'ils ont, là. Tu sais, puis on veut pas sacrifier certaines choses pour rester confortable. Je pense que c'est vraiment ça le problème, là. Je lisais un article récemment, c'était quoi donc que ça disait par rapport à... Il faisait un parallèle entre l'adhésion aux mesures sanitaires, tu sais, dans le sens que tout le monde, faut essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, parce que, tu sais, comment dire, si tu vois que tes voisins font le party, ça va te faire chier, toi, de faire des sacrifices, tu sais. Ouais. Puis essayer de faire ce parallèle-là avec l'adhésion aux mesures écologiques. Puis moi, je tirerais ça même par rapport au capital. Tu sais, on dirait que, vu qu'il y a plein de monde qui adhèrent à ce système-là, qui sont confortables, qui veulent, tu sais, accumuler du capital puis vivre richement, tu sais, c'est dur de se dire, moi, je vais faire le sacrifice, puis moi, ça m'intéresse pas de, tu sais, naviguer dans ces eaux-là. De la même manière que l'écologie, tu sais, tu te dis... Est-ce que le monde sont vraiment prêts à sacrifier leur véhicule utilitaire sport, genre, si tout manifestement, le monde... non. Manifestement, non. Tu sais, tu vois tout le monde dans le trafic, tu te dis, moi, est-ce que je suis prêt à faire, tu sais, tous ces sacrifices-là, genre, puis...
Tu sais, après, c'est vraiment... va falloir qu'individuellement, tout le monde se parle, tu sais, parce que, visiblement, si le mouvement de masse se fait pas, il va falloir qu'on y aille, tu sais, une personne à la fois, tu sais, essayer d'être un peu pionnière, puis de faire des moves en disant, là, genre, faut y aller, puis même si c'est à contre-courant, là, puis tu sais, ça résiste, là, c'est vraiment... c'est difficile, là, puis tu sais, d'essayer d'être conséquent, tu sais... même par rapport à l'écologie, puis tout chaque petit geste, tu sais, juste je parle de ça, puis genre, je me sens full mal, tu sais, je suis comme j'avais pas ma keep cup, puis j'ai pris ça, mais tu sais, chaque geste compte, genre, tu sais, chaque petite chose, tu sais, chaque botch que je jette à terre, je me dis, tu sais, erreur, genre, puis faut toujours être conscient de ça, puis il faut arrêter de se mettre des œillères, puis ça part dans les petites choses, puis il faut arrêter d'attendre une chose majeure qui va venir d'en haut, tu sais, c'est pas les gouvernements qui vont renverser le capital, il faut prendre des mesures de la base, il faut militer, il faut faire passer des trucs qui vont monter, tu sais, jusqu'au pouvoir décisionnel, puis c'est pareil pour l'écologie, c'est pareil pour l'argent, le filet social, c'est pareil pour les inégalités, c'est pareil, tu sais, faut militer. Là. Ouais, puis il peut pas avoir une personne qui ramasse les restes des autres puis qui essaie de nettoyer ce que les autres font. Exact. Moi, je l'ai fait à mon ancien job, je travaillais dans un Provigo, puis tu sais, l'endroit où est-ce qu'on remet les paniers, c'est autant des gens qui calissent leurs déchets là. Fait que moi, ce que j'ai fait, à un moment donné, une journée, j'ai dit, on a besoin de 3 personnes dehors parce que moi, je m'occupe du nettoyage. Puis je ramassais chaque chose, puis j'ai trié recyclage, poubelle, recyclage, poubelle. Puis je prenais une pause d'1 heure, puis je revenais, puis c'était exactement comme c'était. C'était tellement décourageant. C'était décourageant. Mais c'est souvent ça. Puis je pense que la militance politique, c'est un peu ça, c'est d'être capable d'essuyer beaucoup d'échecs puis de continuer pareil, tu sais. Puis c'est pas gagné d'avance, là. C'est comme... je sais pas, c'est comme le monde qui se bat contre le système, tu sais, dans les cas d'agression sexuelle puis tout ça. Là, je sais qu'il y a un documentaire qui va sortir bientôt. Ouais. Okay. Il y a 2 femmes qui sont allées présenter ça, Tout le monde en parle. J'ai oublié le nom du documentaire. Ah, mais oui, je l'ai vu. Ça a l'air... T'as vu? Rough. Ah ouais? J'ai vu Tout le monde en parle, ouais. Ça a l'air tough, là. Puis, tu sais, les personnes courageuses qui se battent contre ça, là. Ouais, le défendeur qui dit, moi, j'ai jamais perdu une cause. C'est choquant. Ben, voyons donc, Alice. Puis, tu sais, il le dit, là, puis il a vraiment pas l'air de se sentir mal, là. T'es comme... Ah! Mais tu sais, c'est quelque chose qui est dur à concevoir, là. Puis tu sais, c'est correct aussi, là, que, que les personnes qui ont commis des délits aient accès à une bonne défense, mais le fait que les personnes qui assurent cette défense-là savent pouvoir profiter des rouages d'un système qui favorise les agresseurs sans scrupule. C'est ça qui est dégueu, là, tu sais, de dire que toi, t'es un carriériste puis t'es fier de dire que t'as jamais perdu une cause puis que toi, tu t'assures que des agresseurs soient en liberté puis que les victimes soient discréditées, là, c'est dégueu. Puis tu sais, de te dire que tu vas jouer sur virgule, que tu vas intimider la victime, que tu vas jouer sur le fait qu'elle se souvient pas bien de ça ou elle se souvient trop de ça, c'est vraiment le fucking doute raisonnable, là, on n'en peut plus, là. Ben, c'est à cause de cette notion de merde. C'est à cause de cette culture-là puis cette habitude-là de dire... cette habitude très carriériste de dire j'ai jamais perdu une cause puis c'est ma fierté qu'il y a eu une liste cet été. C'est exactement. À cause de ça. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est aussi à tous les niveaux, là, avant d'arriver là, c'est, tu sais, toutes les personnes de ton entourage que tu n'es même pas capable d'adresser la question, tu veux certainement pas aller voir la police parce que la police aussi, là, ils vont te faire un sale quart d'heure. C'est pas agréable de te faire interroger par des figures d'autorité. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? En détail, s'il te plaît. Puis genre, il y a 3-4 dos dans l'uniforme. T'es pas victime dans cette situation-là, t'es considéré comme témoin. Exact. C'est ça qui est whack. Ah, c'est problématique. Puis tu sais, en plus, si t'étais la victime parfaite, tu viendrais de te faire agresser, là, tu irais là, direct au poste de police. Là. Faudrait que tu sois idéalement vraiment magané, que tu aies sur toi des échantillons de tous les fluides possibles de ton agresseur, puis que tu sois pas trop énervé, mais pas trop calme. Faudrait que tu sois juste assez la bonne victime, tu sais. Puis là, après ça, faudrait que tu livres ton témoignage de manière claire et lucide, et genre, hey, tu sais, voyons donc. Ben oui, il faudrait que tu présentes ça de façon neutre. Alors, l'homme a mis sa main sur ma cuisse. Mais ouais, c'est ça. Je vous ai fait un petit rapport ici, là, genre, j'ai filmé, puis j'ai... voyons, là. Mais par rapport au capitalisme, j'ai eu une discussion avec ça, avec un match Tinder à un moment donné. Ah, wow! Puis elle était vraiment anticapitaliste, puis j'ai été confronté à une question. C'est quoi l'alternative? As-tu des idées? La décroissance, puis la simplicité volontaire. Poser cette question à une rappeuse, c'est pas... Je veux dire, t'étudies pas là-dedans, mais t'es quand même renseigné sur ce sujet-là. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est beaucoup une question philosophique. Tu sais, dans le sens, c'est de tu sais, je pense qu'on a été colonisé psychologiquement par l'idée d'accumulation de capital, tu sais, l'idée que la principale préoccupation de notre existence, c'est de s'assurer une carrière stable, puis que
tout est tricoté autour de la notion de, de ton salaire, puis tout le confort matériel qui est brodé autour de ça. Je pense que la première chose, c'est de décoloniser notre imaginaire, puis d'arrêter de prendre pour acquis tous ces privilèges de Nord-Américains. Là, on a un système qui favorise qu'on peut être vraiment... On peut être facilement riche, puis bénéficier de beaucoup de choses, puis genre faire des allers-retours en avion tout le temps, puis avoir des gros chars, puis consommer beaucoup de matériel. Mais je pense que la première étape, c'est de se dire, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que la planète peut recevoir ce coût-là? Là? Est-ce que toute l'Amérique du Nord peut être en train de brûler toutes les ressources comme ça, faire tellement de CO2 puis tout ça? Puis là, en ce moment, la Chine qui est en train d'adopter un peu un mode de vie plus classe moyenne, plus de voitures, plus de consommation de viande, plus d'affaires comme ça, qui est en train de faire comme l'Amérique du Nord fait depuis longtemps. Puis là, on est comme, wow, si vous autres, vous commencez, ça marchera plus. Mais là, nous autres, on est en train d'hypothéquer la planète depuis, les années 50, que c'est comme parti en fou. Mais là, c'est pas viable. Puis que... Même, une pandémie mondiale comme ça provient un peu de du fait qu'on se promène comme ça en avion, la consommation de viande problématique, la manière qu'on fait de l'agriculture problématique, tout comment il faut qu'on pense plus local, toute la manière qu'on a des méga productions d'affaires. Puis il y a plein de documentaires vraiment intéressants comme ça, là, juste la production de nourriture, le gaspillage de nourriture, le fait que ça se promène en camion, en avion, tout ça, tout qu'est-ce qu'on fait venir d'ailleurs dans le monde. Faut juste comme... Faut penser plus petit, plus local, plus décroissance. Essayer de penser, hey, je suis obligée, moi, de travailler dans un bureau, 40 heures semaine à faire quelque chose que je suis même pas sûre que c'est utile pour l'humanité. Faut comme retourner à la base, je pense, puis faire cette réflexion-là. Mais il n'y en a pas des solutions toutes faites. C'est un gros méga système, qui est solide puis qui va se battre pour rester en place. Là, les personnes qui bénéficient de ce système-là n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse la décroissance. Là. Les gens sont très, très frileux et frileuses. Là. Ben oui, totalement. Puis je veux dire, c'est juste... Admettons, il y a une apocalypse. Admettons, il n'y a plus rien. Il reste là, comme 35% de la population, puis qu'on rebâtit une société à partir de ça, on bénéficie vraiment pas des avantages qu'on avait quand on est arrivé. Comme on a les sols sont plus fertiles. Exact. Les sols, ils n'ont plus de pétrole dedans, il n'y a plus rien. Puis toute notre culture, ça a tout le temps été basé là-dessus. Si bien que même après une apocalypse, le premier réflexe que les gens vont avoir, c'est d'essayer de faire ce qu'on a déjà fait par le passé. Puis il va falloir qu'on innove. Exact. C'est intimidant. C'est vraiment intimidant. Il faut vraiment trouver des solutions alternatives. Mais je pense qu'il y en a plein, mais qu'on leur donne pas nécessairement les grandes tribunes. Là, mais c'est parce que ça part avec un certain inconfort. Il va falloir... genre, je donne en exemple, va falloir qu'on arrête de manger de la viande. Là. C'est un des plus gros carnages écologiques, là, mais c'est le mot est bien choisi. Là, mais je pense que ça passe beaucoup par l'information. Puis l'information, elle est très accessible. Je veux dire, il y a plein de documentaires sur Netflix. Là, c'est pas difficile. Là. Tout le monde a Netflix. Là. Écoute Game Changers, tu vas changer. Ouais. Puis, je veux dire, même si t'es un douchebag, tu vas changer à cause de Game Changers. Mais ouais. Parce que c'est tellement axé sur... C'est même pas axé... pour l'écologie, c'est vraiment axé santé personnelle. Ouais, exact. Il y a des gens qui sont comme je tiens à la planète, mais comme j'ai envie d'être en santé, puis t'es comme, mais d'où tu peux être en santé. Ouais, c'est des drôles d'idées reçues. C'est des drôles d'arguments. Puis c'est beaucoup aussi l'industrie de la viande ou des produits laitiers qui font valoir l'idée que c'est bon pour la santé, mais il y a plein d'études comme de quoi, le lait de vache, c'est trop pas bon pour la santé, le fromage, c'est pas bon. Puis la production de viande, que ça soit bon ou que ça soit pas bon pour la santé, puis ça l'est pas tant que ça, mais ça n'a pas de bon sens, pour le même nombre de grammes d'apports nutritifs pour nourrir des bœufs, mettons, ça prend 13 fois plus de terrain, de champs pour faire pousser de la bouffe pour nourrir les bœufs que si on faisait juste manger les produits organiques qu'on faisait pousser là-dessus. Ça prend tellement de territoire, ça appauvrit les sols, ça prend de l'eau. Puis, après, c'est toute la question... j'embarque même pas dans la question de l'éthique animale. C'est des conditions vraiment dégueu, mais même si on n'embarque pas là-dedans, c'est juste pas viable, écologiquement. Puis, la consommation de viande sur toute la planète, elle est en constante augmentation. C'est juste déjà plus viable. Si ça continue d'augmenter, maintenant, on va avoir un problème. Là, on n'aura même plus de terre pour cultiver des trucs organiques. Là. Ben, totalement. Puis, on parlait de la pandémie tantôt, puis on disait, écoute, la pandémie, c'est un peu une réponse à notre surconsommation. Puis,
il y a plein de gens qui ont été super naïfs en disant mais là, regardez, il n'y a plus de gens qui conduisent, ça va mieux. Mais dès que ça va réouvrir, il va y avoir un effet de rattrapage monstrueux. Mais, hein. Ça va être horrible. Mais, hein. Puis, tu sais, tout le monde s'est pris des chalets en région, puis ils vont faire l'aller-retour à tous les week-ends, puis, il y a moins de monde sur les routes, fait que finalement, je pense que je vais m'acheter un char. Puis, tu sais, il y a plein de réflexions de marde là, qui ont été faites aussi dans la foulée de ça. Il faut vraiment penser cette réflexion profonde-là. Là. Puis, tu sais, c'est naturel de vouloir faire. Ben, je veux dire, en termes d'achat, je suis moyennement d'accord, mais mettons, tout ce qui est événement, même moi, je vais être criminel de cet effet de rattrapage, si on veut. Ben oui, c'est sûr. C'est évident. Ben, côté événement, c'est pas non plus ça qui a la plus grosse empreinte carbonique. Là, genre, tu vas aller en bike au Quai des Brumes, genre. Je vais pas me mettre à manger de la viande tout le temps. Je vais pas conduire comme un débile. Ben, je vais peut-être le faire une fois de temps en temps, mais je veux dire, je vais pas tout le temps faire OK, on s'en va à Québec tous les jours. Il n'y a pas de point. Comme OK, maintenant je peux conduire, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de couvre-feu. Ça veut pas dire que je vais me permettre de conduire comme un débile. Puis, non, c'est clair. Étant donné que j'habite sur la Rive-Sud, je sais pas s'il y a eu un espèce d'effet de rattrapage depuis que le couvre-feu est passé de 8h à 9h30. Toi, je pense que tu habites à Montréal, donc est-ce que tu as vu qu'il y a un effet comme du monde qui se met à conduire tout le temps à partir de 8h? Je pense pas nécessairement, mais j'avoue, moi, je reste un peu dans le coin. Là. Moi, je suis vraiment au bout du schlag, dans un petit coin. Fait que, tu sais, de chez nous. Tu sais, je suis pas nécessairement tout le temps sortie. Je suis pas mal enfermée chez nous à faire de la musique. Mais non, je peux pas dire que ça a l'air d'avoir empiré nécessairement, là, après le couvre-feu. Je pense que là, c'est plus côté beau temps, puis le monde chill dehors, puis ils sont heureux, là. Tu sais, genre des chilling de porch, là. Tu sais, le monde, c'est tellement cute. Tu sais, le monde, ils sortent sur leur galerie, puis ils se parlent d'un côté à l'autre de la rue, là. Hey, bonjour, madame chose. Puis tu sais, on dirait, il y a comme un vent d'espoir, là. Ça soulage, là. Ben, tant mieux, parce que sur la Rive-Sud, c'est un peu plus break the rules, fuck the system. Il y a plein de gens, je veux dire particulièrement les plus jeunes, mettons 16-17, j'étais en train de conduire, j'étais allé porter ma guitare à quelqu'un à Boucherville, puis je suis revenu, puis je voyais juste 5 amis qui étaient clairement pas du même milieu familial, en train de prendre des photos collées, puis en train de se donner des becs à la joue, j'étais juste comme bon. C'est sûr. Là. C'est quand même cool parce que ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est affecté par la pandémie, mais en même temps, c'est... Ouais, mais je pense que dans les parcs à Montréal, ça a été... Le Redoux a fait ça, là. Après, tu sais, c'est comme... Moi, je veux pas trop condamner non plus. Tu sais, moi, je me dis... Mais non, c'est normal. Tout le monde à sa mesure a fait ce qu'il pouvait. Tu sais, moi, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais puis d'avoir été vraiment... de m'être isolée le plus que je pouvais. Après, je pense que tout le monde n'a pas été nécessairement parfait. Puis... mais hey, l'autre fois, j'ai vu un truc sur Internet, là, je trouvais ça capoté. C'est un DJ qui est genre, je pense que c'est au Parc La Fontaine, je sais pas quoi. Puis il a amené tout son DJ set, genre, parce qu'il faisait beau, là, puis tout. Puis là, le monde, il capotait, il dansait. Puis là, tu vois, genre, il y a 4 cops qui s'en viennent, tu sais, genre, pour l'arrêter. Puis là, tu sais, lui, il est comme, hey, man, tu sais, genre... on joue dehors. Mais tu sais, il dit rien. Il dit attends. Puis là, il part un truc sur son laptop. Genre, puis là, il fait jouer dans les enceintes. C'est un message de Legault, genre, qui dit, tu sais, c'est vraiment important, là, la santé mentale. Fait que, tu sais, prenez le temps, puis tout, puis nan. Puis le monde, ils sont là, genre, ouais! Puis les cops, ils ont reviré de bord, puis ils l'ont laissé faire son DJ set. C'est tellement bon. J'étais comme, wow! Mais tu sais, c'est vrai. Hey, on est dehors. On se peut plus, là. Puis le fait beau, là. Genre, ouais, la musique, puis that's it, là. Ben, Calamine, merci infiniment d'être venue sur le podcast. C'était débile. Yes, merci. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben là, écoute, lundi, les Francs ouvertes. Yes. C'est un rendez-vous lundi 29 mars. Puis là, dans le fond, super. Un deuxième album, Petite Papa, là, c'est pas mal. Les maquettes sont pas mal prêtes. Là, on est en train de finaliser la prod. Puis ça devrait... On essaye de sortir des petits singles. On a des affaires un peu estivales. Fait qu'on est à l'arrache en se disant, commence à faire beau, faut que ça sorte. Puis en même temps, je suis en pré-prod du deuxième album de Calamine. Fait que à surveiller, là. Est-ce qu'il y a déjà un titre? Est-ce qu'on pourrait avoir Non, je suis en réflexion, là. Mais en tout cas, il y aura la chanson Lesbian Walk sur le Totoon. Est-ce que tu hésites entre plusieurs titres ou t'as juste vraiment aucune idée? Non, j'ai pas encore... J'ai pas encore... non, mais c'est souvent genre une espèce de petit éclair de genre un jeu de mots poche qui finit par rester. Là. Bulletproof, c'est pas pire. Hein? Mais là, c'est ça, on est encore... Mais même l'album de Petite Papa, je vais pas vendre de punch, mais ça se peut que ça soit vraiment un terrible jeu de mots. Là. Fait que c'est ça, plein de belles choses qui se trament. Il y a des petites collabs aussi par-ci par-là que j'ai faites. Tu sais, genre, enfermé tout seul chez nous en temps de pandémie, j'envoie des tracks à du monde, puis après ça, j'oublie que j'ai fait des collabs, puis après ça, ils m'envoient des mix, puis ils sont comme, hey, ça check, sort. on voit, ça sort. Puis là, je suis comme, hey, c'est vrai, je fais ça. Fait qu'il y a plein de petites tunes par-ci par-là qui vont sortir. All right, merveilleux. Fait qu'on te suit où? Sur Instagram, Calamine Montréal. All right. Yes. Donc, merci beaucoup tout le monde. That's it. Yeah.